bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à prendre la parole devant vous. La communication que je vous propose a été pensée de manière complémentaire avec celle de ma collègue Cara Bortolotto, que vous avez pu entendre ce matin, je crois, d'après ce qu'elle vient de me dire, sur le patrimoine culturel immatériel et le développement durable. Ma posture est différente puisque, comme vient de me présenter Pascal Liévaux, qui est mon chef, je suis chargé de mission pour l'ethnologie, les sciences sociales et le patrimoine culturel immatériel. Je ne suis pas un chercheur, disons un enseignant-chercheur à l'université. C'est-à-dire que mes missions sont bien plus tournées vers la réalisation d'actions publiques. Donc des missions dans l'intérêt général, hein, tout en entretenant l'esprit critique propre aux sciences sociales et appliqué à cette action publique. Le travail qui nous incombe, nous sommes deux chargés de mission en responsabilité de mettre en œuvre la Convention UNESCO de 2003, ne nous laisse que très peu de temps pour l'écriture ethnographique ou anthropologique. Et il est donc fondamental de partager avec des chercheurs en poste dans les institutions de recherche et à la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture. Nous pensons que leur éclairage est indispensable à la mise en œuvre des politiques patrimoniales et nous soutenons des programmes de recherche qui coïncident avec nos missions. Alors, après un petit bilan critique sur les problématiques qui nous occupent aujourd'hui, je mettrai en avant, afin de favoriser le dialogue entre nous, une approche intégrée de sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel. Comme le laisse entendre l'intitulé de cette communication, j'assumerai donc ici une vision plutôt programmatique, d'ailleurs non limitée évidemment à mon seul point de vue, mais largement portée par des acteurs et des instruments juridiques internationaux. C'est toujours dans cet état d'esprit que j'insisterai, comme bien d'autres anthropologues, et pas seulement, sur la nécessité d'un changement des modes de relation au vivant par l'imaginaire et pas seulement par des mesures techniques. Le constat, c'est que il ne peut y avoir de transition verte, pour reprendre le titre de notre colloque, sans transition sociale et culturelle. Le problème, c'est quel rôle peut jouer la préservation du patrimoine culturel en ce sens. Et est-ce qu'elle ne se trouverait peut-être pas même en contradiction. Alors, donc, je commence par un petit rappel sur quelques nouveautés dans nos modèles, soit l'internationalisation des politiques culturelles à l'orée du XXIe siècle, il y a une vingtaine d'années. Le premier point, c'est que culture et développement durable deviennent indissociables. Pour les États et les professionnels de la culture, culture s'entend désormais au sens anthropologique. C'est d'ailleurs une notion inventée par l'anthropologie. Au sens large d'ensemble de pratiques, de savoir, et non plus seulement au sens restreint, plus administratif de la culture cultivée ou les chefs-d'œuvre qui seraient démocratisés. C'est un élargissement thématique et politique qui concerne d'ailleurs aussi le patrimoine, non plus limité aux monuments, au mobilier, mais étendu à ce que nous avons appelé en France le patrimoine ethnologique dans les années 80, et puis ensuite archéologique, archivistique, etc. La notion de diversité culturelle devient incontournable aussi au tournant du millénaire, à l'image de la biodiversité. Le nouveau sens donné au développement, pas développement économique à marche forcée, mais comme un processus. Alors là, je cite le rapport Notre diversité créatrice de 1996, donc le développement comme un processus d'accroissement de la liberté effective offerte à ceux qui en bénéficient de poursuivre toute activité à laquelle ils ont des raisons d'attacher de la valeur. Donc avec des notions plutôt de liberté et d'activité qui sont élargies donc au culturel. Cette notion de développement au sens plus large donc finit par se fondre dans le paradigme de développement durable. Durable qui est la traduction en français de sustainable en anglais, donc on aurait peut-être dû traduire par soutenable, qui n'est peut-être pas exactement le même sens.
Et on commence à parler de développement culturel dans les années 80. Pour en venir à la notion de patrimoine culturel immatériel, l'invention de cette catégorie combine ces grands principes d'un patrimoine culturel, on va dire total, démocratique et éthique. Alors ça se traduit par la prise en compte du concept de développement durable dans la Déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001 et les deux conventions qui la suivent, celle de 2003 et de 2005, sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et celle sur la protection et la promotion des expressions culturelles traditionnelles. Je ne la cite pas exactement dans son intitulé, mais elle concerne plus davantage le spectacle vivant et des aspects commerciaux. À partir de 2002, en fait, le PCI, patrimoine culturel immatériel, et le développement durable nourrissent les mêmes discussions. Tel est le cas de la table ronde organisée par l'UNESCO avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et le gouvernement français sur la diversité culturelle et la biodiversité pour un développement durable, par exemple. Et l'ancien directeur général de l'UNESCO, M. Matsuura, ouvre cette réunion en donnant une nouvelle nature à la culture, celle de la durabilité. Il dit « L'UNESCO, vous le constatez, est résolument engagé dans la culture de la durabilité. Parce que diversité culturelle et biodiversité sont toutes deux des valeurs pour le très long terme. » Donc, pour résumer, les dimensions économiques, environnementales et sociales doivent être prises en compte dans les politiques culturelles. Mais aussi, le secteur de la culture est ou devrait être incorporé dans les programmes économiques, environnementaux et sociaux. Deuxième nouveauté ou tendance un peu lourde sur laquelle je voudrais insister, c'est la sauvegarde intégrée du patrimoine matériel et immatériel. On peut faire référence à la déclaration de Yamato sur les approches intégrées de sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel, une conférence internationale pour la sauvegarde qui s'est déroulée donc en 2004 à Nara au Japon, où on insiste sur une approche holistique, totale, où l'économique, le social, l'environnemental, le culturel sont indissociables, et dans laquelle la sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immatériel, trouve une nouvelle raison d'être. Ces quelques principes énoncés récemment restent encore largement théoriques. Les institutions et administrations sont assez lentes à admettre et mettre en pratique ce qui représente un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme patrimonial encadré par les instruments internationaux que l'ONU et aussi désormais le Conseil de l'Europe a conçus, et puis qui ont été adoptés par la très grande majorité des États partis suite à des mouvements citoyens. Très grande majorité, puisque la Convention de 2003, c'est 180 États partis, par exemple. Et ces instruments juridiques sont une traduction de prises de position qui sont celles de la société civile dans un premier temps. Comme on le sait, dès les années 50, une partie de la société civile, surtout en Occident, constate empiriquement et dénonce publiquement les dégradations écologiques provoquées par l'armement nucléaire et l'industrialisation. Un autre grand déséquilibre croissant, de même cause, c'est le développement tout azimut, à marche forcée. Ce deuxième grand déséquilibre est aussi pointé, c'est l'accroissement des inégalités sociales entre le Sud et le Nord, et aussi au sein des nations du Nord et du Sud d'ailleurs. Ces deux grands déséquilibres, pointés dans la notion de développement durable à travers ces deux piliers, le troisième c'est l'économie, inégalité économique et dégradation écologique, sont historiquement et anthropologiquement indissociables. Ils résultent de l'économie capitaliste, basée sur l'exploitation sans limite morale de certains humains par d'autres humains, et l'exploitation sans limitation quantitative et éthique de ce qu'on peut appeler les non-humains, le vivant et aussi le minéral, les ressources naturelles. Tout ça, c'est mu par le mythe d'une croissance sans limite qui perdure encore. On est intimement convaincu de pouvoir disposer des êtres et des choses à sa guise. Or, cette façon de concevoir le monde et sa position dans celui-ci n'a absolument rien d'universel, mais ce n'est qu'une variante culturelle, certes devenue très hégémonique.
l'anthropologie a repris le concept d'ontologie à la philosophie pour désigner des schèmes cognitifs profonds qui orientent les relations des humains et des non-humains. Sans entrer évidemment dans un exposé en la matière, on pourra se référer à l'anthropologue Philippe Descola. On peut retenir avec un autre anthropologue, Arturo Escobar, la distinction majeure entre une ontologie dualiste et une ontologie relationnelle. Dualiste, nous nous considérons comme des sujets autosuffisants et sommes face à ou vivons dans un monde composé d'objets également autosuffisants que nous pouvons manipuler librement. Et dans une ontologie relationnelle, le principe fondamental, c'est que toutes les choses du monde sont faites d'entités qui ne préexistent pas aux relations qui les constituent. Alors, ces ontologies, elles s'incarnent dans des pratiques collectives qui créent des mondes finalement. Donc, ça va vous donner pour une ontologie dualiste, par exemple, prendre des exemples emblématiques, une monoculture intensive, hein, ou alors pour une ontologie relationnelle, plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroforesterie. Et puis face à une montagne, par exemple, on ne va pas se comporter de la même manière. On peut considérer qu'on peut extraire son minerai jusqu'à épuisement dans un cas, ou dans l'autre, si on pense que cette montagne est capable de sentir que c'est un être avec lequel on a des relations, bah, évidemment, on va se comporter peut-être différemment. Donc il y a plusieurs niveaux là dans ce qu'on vient de voir. Il y a un niveau juridique, il y a un niveau politique, scientifique, historique et ontologique, si on veut aller un peu plus en profondeur. Et on a repéré à grands traits un enchaînement. L'ontologie engendre des mondes historiques qui sont décrits par la science, parfois contestés de manière politique, hein, et puis qui sont réorientés par le juridique. Alors, dans le domaine de moins en moins restreint qui est le nôtre, celui du patrimoine culturel, on peut se poser la question suivante. Est-ce que les dispositifs d'action collective informés par les instruments internationaux, qui sont donc de plus en plus nationaux aussi, ne participeraient pas à un changement ontologique de plus en plus partagé? Et devrions-nous, pour des raisons éthiques et tout simplement aiguillonnés par la nécessité de faire face aux défis que nous a légués la modernité, orienter en tant que professionnel du patrimoine les actions dans ce sens? Alors, les trois exemples suivants, qui sont choisis en raison du contexte franco-italien dans lequel nous échangeons, devraient nous permettre d'approcher un peu plus concrètement cette problématique. Les trois exemples que j'ai choisis sont en fait des éléments inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité, avec au moins l'Italie et la France. Et aussi la Suisse, par exemple, pour l'alpinisme, qui a été inscrit en 2019. Alors oui, l'alpinisme est donc au patrimoine immatériel de l'humanité sur la Convention de 2003. Et dans une approche intégrée, d'ailleurs, on a bien constaté les liens que pouvait avoir cette activité patrimoniale avec des sites classés au patrimoine mondial. Alors, quand on parcourt ce dossier, voilà comment on nous présente les choses. Hein. On nous dit, dans l'univers hostile de la haute montagne, l'alpiniste peut penser dominer le monde d'en bas, par le fait de s'élever vers les hauts sommets. Mais il est ramené à sa fragilité devant la force et la dimension des éléments naturels qui peuvent à tout moment le dominer. Ce contexte émotionnel complexe, entre confiance, peur, puissance et humilité, gestion des anxiétés et plaisir de les surmonter, associé à la solidarité très forte dans ce milieu, contribue de manière éminente à la construction de l'identité collective des alpinistes. On voit plus loin, le souci du développement durable est très présent dans l'alpinisme, qui se pratique dans un environnement naturel à la fois rude et fragile. Il requiert une connaissance approfondie et un lien fort, sensible et affectif avec ce milieu naturel particulier. Cette attitude contribue au souci des alpinistes de maintenir les sites dans leur état de naturalité. C'est un premier exemple. Le deuxième qu'on pourrait prendre, peut-être encore plus flagrant pour illustrer ce qu'on pourrait appeler ce qui pourrait résulter d'une ontologie relationnelle, c'est la transhumance. Alors la France est en train de préparer une agrégation, on appelle une extension
C'est-à-dire que l'élément est inclus aussi depuis 2019 avec l'Italie, l'Autriche et la Grèce. Et la France et bien d'autres pays sont en train de rejoindre cet élément, et ça va se faire à la fin de cette année si tout va bien. La transhumance, on peut lire par exemple dans le dossier, je suis juste cité, j'ai relevé bien des choses, mais je vais en citer une parmi d'autres. La transhumance modèle les relations entre les hommes, les animaux et les écosystèmes. Elle implique des rituels et des pratiques sociales communes en matière de soins et d'élevage des animaux, de gestion des terres, des forêts et des ressources en eau, ainsi que de gestion des risques naturels, avalanches, glissements de terrain, érosion et désertification. La transhumance implique également une connaissance et un respect profond des animaux. Le bétail vit en liberté à l'état sauvage pendant le déplacement, etc., etc. Je faut que j'accélère. 2 minutes. Alors, je vais passer sur un troisième exemple qui est celui de l'art de la construction en pierre sèche. Et je vais en venir à ma conclusion. Alors, j'ai commencé cette conclusion par une citation du paysagiste Gilles Clément, qui est tirée de son petit livre Alternative ambiante. Il nous dit: pour parvenir à engager sérieusement une politique de survie de l'humanité sur Terre, il faut descendre d'un observatoire artificiellement dressé au-dessus de la nature, considéré comme territoire d'expérience, de maîtrise et de marché. Il faut s'immerger, s'accepter comme être de nature, réviser sa position dans l'univers, ne plus se placer au-dessus ou au centre, mais dedans et avec. Je trouve que c'est assez clair. Puisque les bouleversements climatiques que nous commençons plus largement à subir ne relèvent pas d'une crise, en fait. Une crise est passagère. Or, nous changeons d'ère géologique, et celle-ci a été nommée Anthropocène. En revanche, nous traversons peut-être une crise de nos relations aux vivants, qui peuvent, elles, changer à plus ou moins long terme. Or, ces relations ne sont pas circonscrites à ce qu'une partie de l'humanité appelle aveuglément la nature, c'est-à-dire la biosphère sans l'espèce humaine. Mais cette relation concerne plus généralement tout ce qui nous est autre. C'est une crise de nos relations à l'altérité. Notre humanité est indissociable de notre rapport aux plantes et aux animaux, pour le dire assez simplement. Dès lors, sortir de cette crise de nos relations aux vivants, cela consisterait peut-être d'abord à sortir de la double dichotomie humanité et nature, modernité et tradition, qui caractérise bien l'époque moderne, et considérer que humain et non-humain forment des ensembles relationnels d'êtres tissant des territoires, pour citer encore Arturo Escobar. Ce serait peut-être aussi sortir de la notion de culture, même au pluriel, comme différence radicale de point de vue sur un même monde objectivable, et penser donc des variations je dirais en mode ontologique, pour utiliser une expression à la mode. C'est peut-être ce à quoi nous invite finalement l'alpinisme, la transhumance ou encore la construction en pierre sèche, qui sont des pratiques culturelles, je pense, anté-modernes, qui ont traversé la modernité, évidemment, qui se sont réinventées. Donc, ce sera mes 2 dernières phrases. S'engager dans une démarche de sauvegarde du patrimoine, matériel, immatériel et naturel, consiste à mettre en jeu ce qu'on pourrait appeler une matrice d'intersubjectivité, on met en relation des sujets, humains et non humains, qui forment des ensembles relationnels. Dans ces non-humains existants, se trouvent toujours impliqués à différentes échelles et niveaux des animaux, végétaux, des entités naturelles et parfois aussi des monuments. La sauvegarde du patrimoine culturel ne devrait pas seulement s'inquiéter de réduire son impact écologique, mais également de réduire les inégalités sociales, car ces 2 grands déséquilibres caractéristiques de l'époque moderne sont indissociables, et indissociés dans le cadre du développement soutenable. De ce fait, la sauvegarde du patrimoine culturel contribuerait du même coup à remettre en jeu nos imaginaires collectifs.